Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, celle de The Truman Show, un film sorti en 1998 de Peter Weir. Vraiment, regardez tous les films de ce réalisateur, ils sont formidables. C'est un film avec Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Natasha McElhone et aussi Noah Emmerich. C'est un film qui a coûté 60 millions de dollars, il en a rapporté environ 260. Il a eu des nominations aux Oscars dans la catégorie réalisateur, meilleur script et meilleur second rôle pour Ed Harris. Il dure 1h40 environ, et qu'est-ce qui se passe pendant 1h40 ? Eh bien, c'est Truman qui vit paisiblement dans une petite ville qui s'appelle Sea Haven, remplie de gens bien sympathiques. Truman a envie de voyager à l'étranger, de découvrir de nouvelles choses. Tout semble contraindre cet homme Truman à rester dans cette petite ville. Et bien sûr, il va se douter qu'il y a quelque chose qui se trame derrière, bien entendu. J'ai envie de vous dire, sans être méchant, que ça ne sert à rien de parler de ce film. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est formidable. Certains parlent de chef-d'œuvre. Très bien écrit, très bien pensé, très bien réalisé. Il y a des choses évidentes sur ce film que je ne vais pas forcément répéter. Alors nous allons rentrer peut-être un peu plus profondément dans le film. Donc je vous invite bien sûr à le voir avant de rentrer davantage dans cette vidéo. Il y a eu énormément d'écrits sur les thèmes du film, notamment chez les anglo-saxons. Je ne peux pas vous parler de tout, mais sachez que le film possède de nombreuses lectures et de nouvelles résonances par rapport à sa date de sortie, 1998. Le film n'est pas sous-estimé. Il est peut-être pas très médiatisé aujourd'hui. Faites bien cette distinction. Beaucoup ont proclamé à propos de ce film que c'est le film de la décennie. On a plus pris le film pour son thème que le film en lui-même. Qu'est-ce que c'est que la promesse de ce film alors ? C'est la promesse d'un désenchantement, d'une part, mais aussi d'une quête. Le personnage en lui-même est très travaillé, le film tourne autour de lui. La promesse, c'est de voir ce personnage se libérer et échapper au système, échapper au programme. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame derrière ce programme. Ce programme, quel est-il ? Eh bien, c'est l'émission de télé qui est en train de le filmer 24 heures sur 24 depuis le début de sa vie. Les mots sont lâchés. Programme, système, liberté, révolution. Nous avons eu déjà, en fin de décennie d'ailleurs, 90, un autre film qui parle dans ces termes-là de son histoire et de ses héros, c'est Matrix. Nous sommes aussi, que ce soit Truman ou Matrix, dans des films anti-système, dans des films qui veulent échapper au contrôle. Le contrôle, c'est une notion très importante dans le film, et du coup, c'est un film qui veut échapper à un contrôle, et le film hollywoodien est dans son essence contrôlé. Donc c'est un projet très bizarre, un peu en décalage avec les projets standards d'Hollywood. C'est une cloche de verre géante, filmée 24 heures sur 24, qui fait du télébashing comme sujet de film. C'est amusant, n'est-ce pas ? Il y a déjà une sorte d'irrévérence de la part du scénariste Andrew Niccol et de la part de Peter Weir pour... alors je dis Weir, mais ce serait Weir peut-être, je ne sais pas. Mais de la part du scénariste et du réalisateur, il y a déjà une sorte d'irrévérence vis-à-vis d'Hollywood. Ils cherchent du challenge, ils cherchent aussi à casser du système, à sortir du contrôle. Et ça, vous pouvez le sentir quand vous voyez ces différents films. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui a fait Moustico Coast, qui est un film où on a un anticapitaliste qui part dans la jungle pour y vivre avec sa famille. Et encore un peu plus loin, The Way Back, qui est, je crois, de mémoire, son dernier film où nous avons des gens qui échappent à un camp de travail en Russie, il me semble, en Sibérie. Je le dis de mémoire, je ne suis pas allé vérifier, mais c'est quelqu'un qui veut échapper, en fait, qui prône la liberté totale, contre un système, contre une répression, contre un système de domination. Et donc, Weir, il cherche du challenge, des histoires qui posent des problèmes. Alors, il n'a rien fait depuis 1993, il cherchait un bon script, tout simplement. Et Andrew Niccol, eh bien, il propose une simulation de vie. Un film qui donne l'air d'une comédie commerciale, mais dissimulant sa profondeur. On scénarise sa vie, littéralement.
avec des personnages qui sont insérés dans le petit village pour dynamiser les interactions sociales, les situations de ce personnage. Et tout en mettant en avant, le réalisateur prend le temps de le faire, que c'est un programme de masse, vu partout dans le monde, qui prône une vision idéalisée de la vie américaine. Vous savez, un petit peu comme cet autre film qui est sorti un peu plus tard, en 2002 je crois, qui est Loin du paradis, où nous avons la petite bourgade avec la femme qui sort avec le jardin super propre, qui fait ses petites balades avec ses amis et tout ça, et tout d'un coup il y a tout son monde qui s'écroule quand elle surprend son mari avec quelqu'un d'autre. Eh bien nous sommes un peu dans cette même impression, tout va bien jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de louche. Un monde qui semble crédible, en tout cas aux yeux bien sûr du principal intéressé Truman, et qui en même temps se révèle être surréaliste par le timing des choses qui se passent. Et un timing tellement orchestré qu'à un moment, au moindre petit décalage, au moindre petit problème, eh bien il y a tout qui s'emballe. Et l'irréalisme se voit. Ça donne presque par moments une impression, et je pense que c'est le cas, ça se veut vraiment dans une lignée, un côté invasion des profanateurs. Vous savez, où tout le monde dit la même chose tout le temps, ne semble être robotique, ou appliquer un programme de diction au point justement que par moment les personnages disent ce que le créateur du programme veut qu'ils disent, puisqu'il prend une oreillette, l'ami de Truman, je ne sais plus comment il s'appelle, l'ami de Truman, il est en train de lui parler parce qu'il doit dire un truc très important, et bien sûr de l'autre côté on a le créateur qui lui souffle son texte, donc l'acteur ne joue même pas son personnage, il se fait dicter ses paroles. Donc ça c'est propre à une sorte d'aliénation du personnage par lui-même, par justement la machine médiatique qui veut peaufiner ce moment important pour garder Truman sous contrôle. C'est un film qui est matrice puisqu'il a cristallisé des éléments même avant que ça se produise et des éléments du moment, mais c'est aussi un héritier d'une certaine lignée d'œuvres matrices. Vous savez, une grande série que je n'ai jamais vue, mais j'en connais la valeur, c'est Le Prisonnier. The Truman Show est un maillon d'une chaîne qui a commencé avant, de films qui font date dans l'histoire du cinéma et de la télévision, mais en aucun cas une sorte d'œuvre originale comme ça qui pop par magie. Non, on est sur une somme contemporaine, c'est quelque chose de... Vraiment, le cinéma contemporain a une force, c'est qu'il est dans une envie de réactivation. Comme Matrix, c'est la même chose, et encore plus aujourd'hui, nous avons continuellement des films de réactivation. Dans un film qui présente en toute honnêteté ses influences de Philip K. Dick et de cette série Le Prisonnier, avec cet acteur Patrick McGowan, qui joue cet agent britannique qui est prisonnier dans une île, et qui va tout faire pour s'échapper. Il y a aussi une similitude régulièrement évoquée dans les critiques, dans les textes avec Pleasantville, que je n'ai pas encore vu, je vous le dis, je ne peux pas aller plus loin puisque je n'ai pas vu le film, mais il semblerait que pour certaines personnes il y ait des liens à faire. Donc je vous invite aussi à voir peut-être Pleasantville si ça vous intéresse de creuser un petit peu autour du film. La première moitié du film, on voit certaines fois des morceaux d'envers du décor, mais on ne le sait pas clairement. À 13 minutes du film, on a une première image de spectateur. Et on décèle assez rapidement la supercherie. Parce que, bien sûr, nous, spectateurs, on connaît les codes, en fait. Et bien entendu, la promotion nous vend la mèche. C'est là où c'est plus intéressant de regarder le film à notre époque, où on n'est pas abreuvé justement d'un trailer qui nous vanterait un peu l'intérêt du film, sa promesse. Quand on s'échappe un petit peu de ça, eh bien, il y a une sorte de... Quand on voit le déroulé, une sorte de prévisibilité. On sait qu'il va se rendre compte de quelque chose, qu'il y a anguille sous la roche et qu'il va s'échapper. Et le midpoint, précisément, c'est le moment où Truman est déclamé par le policier « De rien, Truman !» Et là, Truman, il se rend compte de quelque chose. Le spectateur, on a envie qu'il se rende compte au bout d'un moment, parce que nous, on le sait d'avance, donc ça crée une sorte de fossé dramatique, comme on dit souvent, entre ce que c'est le spectateur et ce qu'il a envie de voir comme révélé au personnage principal. Et à ce moment-là, Truman, il sait qu'il y a quelque chose de louche.
et que ce n'est pas normal. Et l'histoire va encore nous faire un petit peu mariner avant qu'il prenne une véritable décision. Mais les choses se cumulent et lui, il commence à voir son monde s'effriter autour de lui. Roger Ebert, ce bon vieux Roger, eh bien, pour lui, c'est clairement un film de science-fiction. Dans sa critique, il le souligne très très bien, puisque ce programme télé recrée un monde à l'intérieur d'un monde, où nous avons même un système, dans le film, qui contrôle le climat de ce dôme. C'est quand même une technologie supérieure. Quel équipement peut générer autant de lumière que le soleil? Comment les comédiens peuvent-ils accepter de jouer pendant toutes ces années? Ont-ils une vie en dehors? Et comment l'émission de voyeurisme a pu être le show numéro 1 dans le monde entier? Ça, aujourd'hui, on s'en doute. Parce qu'aujourd'hui, on a eu du chemin dans les médias qui a été parcouru et nous avons pu constater que c'est particulièrement apprécié les vies du quotidien et nous avons des exemples merveilleux sur Internet. Des gens qui cumulent des millions et des millions de vues simplement en montrant leur vie, tout simplement. Donc c'est un contrat de science-fiction à accepter puisqu'il y a des choses qu'on ne nous évoque pas mais qui sont un peu en filigrane de la production de ce programme The Truman Show. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas le considérer comme un drame réaliste. C'est une fable, clairement, avec un personnage qui a une quête. Et aussi un film prophétique, puisqu'il sort en 1998, et on va avoir une explosion spectaculaire de la télé-réalité un peu plus tard en France. Je crois qu'en 1998, il y avait déjà Love Story, mais je ne suis pas sûr à 100%, puisqu'il y a un décalage entre souvent ce que les Américains ont fait, et après, quelques années après, ça arrive en France. Clairement, il est prophétique pour la puissance de ce qui va se dérouler dans les années à venir. Donc c'est un film d'anticipation, chez les Français, je devrais dire. Alors que chez les Américains, ils connaissent déjà ces images depuis les années 80. Donc il y a une petite différence, comme je vous disais, entre médias français, médias anglo-saxons. C'est difficile finalement de créer un peu une puissance dramatique, car aujourd'hui, ces films sont très très didactiques, je dirais même trop didactiques. Le film, on le sent venir à des kilomètres à la ronde, parce qu'on a eu l'expérience des médias, l'expérience de films, donc tout ça, on le sent venir. On présente trop de choses au spectateur, qui arrive avec son popcorn et qui garde les yeux grands ouverts. C'est un film finalement qui reste très agréable à voir, mais pour plus une exploration de thèmes, le christianisme, avec quelques figures, quelques portraits impressionnants, où à la fin, par exemple, c'est un portrait qui est peut-être le plus évident, c'est pour ça que je vous le cite, c'est quand Truman arrive au bord du monde, de son monde, du dôme, et qu'il marche sur l'eau pour arriver jusqu'à la porte. Ça, c'est quelque chose, c'est une image, bien sûr, marcher sur l'eau, c'est une image divine. La simulation de la réalité, la télévision, ça, c'est des choses qui parcourent le film et qui se mêlent avec d'autres choses. C'est un parallèle avec la religion donc judéo-chrétienne. C'est que Dieu sait tout, mais il est un mystère. Et ici, Dieu existe et est un mystère pour Truman. Et Truman, il décide qu'il n'a pas besoin de son Dieu. Il arrive à la fin de son monde, littéralement, et décide de se confronter à la réalité, en entrant dans les ténèbres. Et pour lui, Dieu est mort, puisque Truman ne croit pas en lui. Et semble-t-il, de ce que j'avais lu, c'est très nietzschéen comme approche. Il y a des notions qui vont assez loin dans les textes que j'ai lus, la malédiction de l'âme. Alors j'ai essayé de lire ces textes anglais qui allaient dans des représentations de soi-même sur le dépassement de son awareness, de sa conscience du monde qui nous entoure, sur la conspiration. Là on voit que The Truman Show a été un film important. Tout ça gravite autour du film. L'awareness, ça c'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans le film. Et plusieurs fois dans des approches différentes. Que ce soit dans une des premières scènes où on a littéralement une lumière qui tombe du plafond, du dôme, et ça arrive juste à côté de Truman. Et lui, il se rend compte, mais d'où ça vient ça? C'est un avion ou... Et des fois, un moment, je me rappelle, il sort d'un bâtiment, et il est là, et la caméra essaie de le capter. C'est une caméra qui fait un gros zoom sur lui, qui arrive comme ça sur la place, et il est là, il se rend compte qu'il y a quelque chose en fait qui se passe, qui n'est pas normal dans cette ville. C'est l'awareness. Littéralement, c'est la conscience du monde. Et bien sûr, il veut dépasser cette impression qui l'enferme pour comprendre ce qu'il y a autour, ce qu'il y a derrière la matrice
littéralement. Donc ça, ce sont des choses qui ont traversé pas mal de textes. Vous pouvez avoir l'impression que je me défile, que je rentre pas profondément dans le sujet, mais parce que c'est vachement... c'est trop important. Je n'ai pas forcément envie de faire des vidéos trop longues aussi. Je pense que celle-là, elle va déjà être assez longue. Mais aux States, il y a une dimension christique. J'ai vu deux, trois textes de doctrine mormon à propos du film qui étaient assez longs. Et aussi des interprétations religieuses avec Christophe, qui serait Lucifer, qui tente Truman, qui lui ment. Mais en même temps, Christophe, c'est celui qui porte le Christ. Donc il porte Truman. Il y a beaucoup de notions qui sont ensemble. Il faut un peu démêler tout ça. Mais je vous évoque ceci plus pour vous donner une sorte de prologue, d'impression, de voir tout ce que le film peut engendrer. Après, je vous invite, si ça vous intéresse davantage, de faire des recherches par vous-même. Et depuis, je pense que le texte que je vous interprète là a été écrit, c'est-à-dire un texte qui doit dater de 2014, je dirais. Eh bien, il y a eu d'autres écrits qui ont été faits 2015. Là, je vois que le texte a été écrit en 2015. C'est que maintenant que j'en fais l'enregistrement. Il y a eu d'autres choses qui ont été dites. Il y a eu aussi des films qui ont été créés. Notamment, par exemple, le dernier Matrix. Donc là, ce que je vous dis, ce sont des introductions. Après, ce n'est qu'à vous de faire un pas supplémentaire pour voir les films que je cite et lire peut-être des textes. Alors là, forcément, les textes en anglais seront beaucoup plus importants qu'en France, donc je vous invite à aller chercher de ce côté-là. Et je constate aussi qu'avec cette simple recherche sur le web, il y a une confusion totale entre la critique et l'analyse. Vous allez me dire, je propose des choses de l'ordre de l'analyse dans mes critiques, et vous avez raison, mais c'est pas assez volumineux de façon pure pour en faire une vidéo. C'est trop gros, mais en même temps, c'est trop gros pour que je puisse simplement l'ignorer et continuer sur une simple critique. Je préfère vous évoquer, quand je fais ce genre de vidéo, le potentiel analytique et le potentiel de thème que le film peut receler, tout en ayant bien conscience que je ne pourrai jamais faire le tour, bien sûr. Mais pensez bien que le film a des résonances autres quand il est interprété dans d'autres pays, bien entendu. C'est aussi un film sur le système. C'est un show qui crée une utopie. Donc on a une fictionnalisation de la réalité à travers une brillante fiction, qui nous donne l'impression que notre réalité actuelle est une fiction moins croyable. C'est le monde orwellien, proche de 1984 et de son Big Brother. Une sorte de message de régression. Surtout, ne tentez rien. C'est ça l'idée. La question est, croyez-vous dans le système? C'est un film qui prône la rébellion. C'est la caverne de Platon. Les personnes qui continuent à regarder l'image et celui qui va se tourner et regarder hors de la caverne. C'est les notions de recherche de la réalité ou de la vérité, et dans le cas de The Truman Show, ce sont les deux, qui rappellent Dark City, sorti la même année, ou Matrix, sorti un an plus tard, par le biais de l'allégorie de la caverne, des éléments aussi de la série Le Prisonnier. Et la fin du film, c'est un éloge de la liberté de penser, de la prise de décision, et on a beau avoir une prise de conscience sur ce qui se passe devant nous, quand on sort de la salle, on est exactement dans le même troupeau. L'homme contre le système, rester dans son rôle. Et les humains sont mimétiques, donc compétitifs, conflictuels. Tout cela avait été aussi présenté dans le dernier volet de la trilogie Les Cazzi de Godfrey Reggio, pour son troisième volet qui est Napoli Cazzi. Tout en étant purement unique, l'homme se transforme en un groupe qui génère une sorte de trafic et une sorte de cloisonnement dans un mouvement général qui est représenté aussi dans le film à travers les gens de ce village, de cette petite ville. Et en cela, le film se transforme en satire sociale qui explose le vide abyssal de l'American Dream, défini par le consumérisme. C'est vraiment un dérivé de la vie de l'Amérique des années 50, le American Way of Life, avec des éléments d'aujourd'hui. C'est une sorte de
société qui a été fabriquée pour le bien du show, figée entre deux époques, ni passé ni présent, une sorte de crise de postmodernité, et qui est victime aussi de la culture de l'industrie. Beaucoup d'études sociologiques très compliquées ont été écrites sur le film. Là, ça sort un peu de ma juridiction, j'ai envie de dire, mais à un moment, ça devient tellement spécialisé que ça sort du cadre du cinéma, et là, je comprends plus à quoi ça se rattache, parce que ça parle de notions que je n'ai absolument pas. Donc à moins de passer toute une année à travailler uniquement sur un Truman Show, moi à un moment je dois faire aussi un petit haul là. Mais sachez qu'il y a aussi des textes sur la sociologie présentés dans le film. Et nous avons aussi, et c'est peut-être le plus évident, un travail sur les médias. Un travail esthétique, un travail aussi narratif. The Truman Show est un film qui s'est fait connaître par la critique des émissions de télé-réalité contemporaines qu'il réalisait. Cependant, la vision d'un homme aux prises avec un système tout-puissant, vivant dans l'ignorance et dans la banalité, n'est pas une chose nouvelle. Et de nombreux rapprochements peuvent être faits. Néanmoins, le film n'est pas qu'une simple redite. Il pose des questions inédites. L'idée du show est le principe, le symbole. J'ai vu des critiques qui trouvaient cette idée idiote. Mais c'est pour le principe de dénoncer. C'est une mise en abîme, c'est le spectacle dans le spectacle. Et à travers cette superbe scène de la création des émotions, on crée du symbole pour le spectateur. On crée des scènes qui vont le marquer. Au final, on crée aussi une dénonciation par la même scène d'un pouvoir despotique de la télévision et de son emprise sur les esprits par un travail cinématographique. Un travail cinématographique de la scène pour le dénoncer, et un travail cinématographique dans la même scène pour manipuler les masses par un jeu d'émotions, zoomer sur un visage, augmenter la puissance de la musique. Donc on utilise le cinéma dans les deux sens. Il évoque la manipulation des masses par les puissants, ceux qui fabriquent ces images. Les news du soir, par exemple, aux États-Unis, sont devenues avec le temps une forme de divertissement. Et là, je vous renvoie bien sûr à ma critique de Nightcrawler, de Nightcall, avec Jake Gyllenhaal, qui fait des images pour ces news du soir. Et qui manipule les images pour créer de l'émotion. Il y a une vraie différence pour le coup entre les critiques françaises et les critiques anglaises sur ce sujet-là, qui sont beaucoup plus poussées, plus qualitatives. Alors là en France on est au ras des pâquerettes, nous on se cantonne à dire ouais, c'est comme Matrix, mais alors que les Anglais vont beaucoup plus loin. Il y a un point sur lequel il revenait, c'est qu'aujourd'hui on a accès à tout type d'image et à tout type de captation. Tous les recoins de notre société sont visibles. La question, est-ce qu'on peut zoomer, ne se pose même plus. On a accès absolument au moindre détail, au moindre recoin de notre société. Malgré nous, bien sûr, quand on cumule tous ces points de vue. Est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, focaliser l'attention de l'audience dessus? Et les médias le font, ils savent très bien le faire. Mais on n'est pas obligé de voir. Personne nous force à vivre de cette façon. Et Peter Weir est connu pour précisément des films contre le système, contre ce contrôle. Parce que voir tout, c'est aussi potentiellement le contrôler. Contrôler son regard, bien sûr, et l'émotion qui va en découler. Le cercle des poètes disparus, qui est aussi un film sur le contrôle et l'échappatoire à ce contrôle, le contrôle parental notamment, de l'éducation. Peter Weir, c'est lui qui a fait le film, si je me trompe pas, c'est lui. Et encore plus avec Witness, où il explore la communauté Amish qui n'ont aucune technologie. Un film sur le contrôle, c'est aussi un film sur la technologie. De même que Bienvenue à Gattaca. C'est un nouvel écrit de Nicole qui se concentre sur les valeurs de la technologie sur l'humanité. Donc les deux étaient faits pour se rencontrer, pour parler à travers The Truman Show. Avec toutes ces années, les réseaux sociaux en ont fait autant que le film, voire bien plus. On publie nos vies entières sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Vine, sur Snapchat, sur YouTube, sur Tumblr, sur TikTok. Ouais, là, en 2015, il n'y avait pas encore TikTok, c'est pour ça que c'était pas sur ma liste. Vine, ça n'existe plus d'ailleurs, c'est assez dingue. Hein. Mais vous trouvez pas ça fou ?
Et le film révèle en fait tout ça déjà en 1998. Il révèle ce qui se passe vraiment dans nos sociétés actuelles. Comment les médias, les corporations ont commencé à nous entourer avec ces images, avec ces espaces d'illusion. Et dans le film, l'horreur est de ne pas savoir qu'il est filmé 24 heures sur 24. Voire plus loin encore, l'horreur est de savoir qu'il est filmé 24 heures sur 24. Mais l'horreur de ne pas savoir ce qu'il est filmé 24 heures sur 24, lui, bien sûr. Mais nous, c'est presque l'inverse. C'est que tout d'un coup, pendant 1 heure, on ne peut plus le voir et c'est insupportable. Et ça, c'est horrible. Et bien sûr, le moment où il y a une panique, c'est le moment où il ne le trouve plus. Où il n'est plus filmé. Tout comme le moment où la personne doit arrêter son Twitch. Et les gens sont en manque. Et ils seront là le jour suivant. Donc il y a une addiction à voir la vie des autres. Et semble-t-il, le film est même marquant avec la médecine. Il semblerait qu'il y ait un terme qui soit le syndrome Truman. C'est un syndrome de persécution, de désillusion des gens qui croient que leur vie est une télé-réalité ou un plateau. Et les attentats du 11 septembre 2001 n'ont rien arrangé à l'affaire. Et puis les attentats du 11 septembre 2001 n'ont rien arrangé à l'affaire. Certains pensant à un twist organisé. Il y a une véritable crise des images avec le 11 septembre 2001. On a du mal maintenant parce que ça s'est tassé, mais il y a une véritable crise existentielle des images dans les médias américains. Et ça a changé beaucoup de choses dans la façon dont on percevait les images. Une véritable désillusion d'une partie de notre culture, la culture des médias. Le film ne fait d'ailleurs aucun cadeau sur ces marchands d'images. On en revient à une critique du consumérisme, il y a des textes très poussés, mais bon, encore une fois, je ne suis pas là pour rentrer dans l'analyse. Vous avez des scènes qui le montrent très bien dans le film, la scène où la femme de Truman lui montre un espèce de coupeur, d'éplucheur de légumes et en fait véritablement la promotion. Et lui, il en a un peu rien à foutre. Et c'est mis comme ça d'une façon tellement évidente avec un zoom, je crois d'ailleurs dans le plan, pour nous sursignifier que c'est un produit qui est vendu pendant le programme. La vidéo est suffisamment longue comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi des textes sur le consumérisme qui prennent le film comme exemple. Le film est là pour questionner notre rapport à notre propre réalité. Il ne s'agit pas de créer des syndromes Truman, mais il s'agit de se rendre compte aussi qu'on est contrôlé par toute une sorte de batterie, de facteurs, de batterie d'images. Et après, est-ce que nous acceptons tout ce que nous entendons et voyons aux informations, sur les pubs? Arrêtons de contempler ces images. Posons-nous des questions sur leur provenance, posons-nous des questions sur leur message. Ne restons pas passifs, en quelque sorte. Et c'est aussi tout l'intérêt du personnage joué par Jim Carrey, c'est que c'est un personnage de prime abord, au début du récit, comme passif, représenté comme passif. C'est un choix d'ailleurs surprenant, quelqu'un qui s'est fait connaître pour avoir une corporalité et une élasticité du visage, et on ne le fait pas du tout jouer sur ces registres-là. C'est un homme honnête. Littéralement, c'est un véritable homme, c'est le seul véritable homme dans le film, puisqu'il s'agit de... Enfin, dans la fiction du programme, puisqu'il c'est celui qui a des sentiments vrais. Comme dit Christophe Laffin, tout était faux, non, toi tu étais vrai, et c'est pour ça que tu étais si bien. Donc c'est pour ça que le personnage s'appelle Truman, donc c'est le Truman, le vrai homme, exactement. C'est drôle que Jim Carrey ait été choisi, puisque Robin Williams avait été aussi considéré pour ce rôle-là de Truman. Donc deux humoristes très très forts qui ont été considérés pour ce rôle dramatique, comme s'il y avait aussi une surface que les deux cultivaient à travers leur persona à l'écran, qu'on pouvait jouer avec, littéralement. Que Peter Weir voulait jouer avec cette surface et ce qu'il y avait derrière. Et quand il avait vu Ace Ventura, eh bien, ça lui a rappelé un petit peu Chaplin, curieusement, au réalisateur. Et Jim Carrey était très très vite intéressé. D'ailleurs, c'était, encore une fois pour Jim Carrey, l'occasion de montrer son talent. Peter Weir a tout de suite été convaincu par le talent de l'acteur, il ne fallait même pas chercher plus loin. En plus, il l'avait
montré dans des productions dans les années 2000 aussi, je crois que, je ne sais plus exactement si c'est en 2002, 2004 qu'il avait fait Man on the Moon, Alors là c'est aussi très intéressant ce qui est fait autour du comique, irrévérencieux et en même temps très touchant. On joue avec le personnage, avec ce qu'il a véhiculé pendant toutes les années 80-90. On amène généralement les gens à voir Jim Carrey pour des comédies, pas forcément pour ce genre de film. On se met pas devant un Jim Carrey pour avoir un film d'idées. Non, là on est vraiment sur quelque chose d'autre. Et la question, est-ce que le public acceptera ? Bon, il voulait quand même être payé 20 millions, alors que, bon, dans sa grande bonté, on va le faire à 12 millions. Pour simplement son salaire. Donc il y a aussi un risque de voir sa carrière voler en éclats parce que c'est un rôle qui est très différent du reste. C'est un rôle qui joue sur les surfaces. Ce qui était pour le coup intéressant, c'est qu'un si gros contrat lui permettait de faire des réécritures. Enfin, je pense qu'il a saisi totalement le procédé du film et ses réécritures, ses propositions ont été plutôt bonnes et il ne s'est pas mis en avant comme dans d'autres films où c'est la star incontestée du film. Il ne profite pas de The Truman Show pour faire un one-man show. Il est plutôt dans une sorte de limitation, d'homme coincé. J'avais lu une critique qui disait que Truman était un immature sympathique, aux yeux de coqueur, qui rappelle un peu Forrest Gump, une sorte d'imbécile heureux. Truman croit que, et c'est ça aussi tout le drame qui crée l'identification au personnage, c'est qu'il croit que ce qu'il désire relève d'un choix arbitraire, mais la réalité est que tous ces choix de femmes, de carrière, d'amis ont été déterminés. Je dirais prédéterminés. La seule chose qui soit pas déterminée, c'est l'amour avec Lorraine, je crois, qui a été neutralisé pour une blonde conventionnelle, qui a pour contrat de l'aimer, et l'homme est motivé par l'amour, et seul l'amour est véritable forcément, donc c'est cet amour qui va d'ailleurs générer quelque chose dans le film, et qui va générer une quête pour sortir d'ici. Alors, il y a beaucoup de choses au niveau du personnage qui vont créer une dynamique, puisque c'est quand même le centre du film, il porte le nom du film. On a des quêtes, je dirais, internes, qui seraient, vous savez, interne, personnel, externe. Je dirais qu'interne, c'est qui suis-je dans ce monde ? Personnel, ce serait retrouver Lorraine. Et l'externe, c'est sortir d'ici, en fait. C'est sortir de la prison au moment où il sait qu'il est entouré, en fait, que c'est une prison, qu'il veut s'en échapper, ben c'est sortir de la ville, et bien sûr, après, se rendre compte et sortir du show, tout simplement, de la série, de la télé-réalité. On est sur un schéma de voyage du héros qui est très clair. C'est un appel à l'aventure qui est d'abord refusé, repoussé, qui est poussé à plus tard. Ce n'est pas le héros qui refuse, c'est un héros qui prend du temps pour se questionner. Et l'appel à l'aventure serait justement le questionnement, l'appel au questionnement. Et le mentor, c'est la fille qui lui ouvre les yeux sur ce qu'il est à l'intérieur de ce monde factice. Et après, c'est à lui de faire tout le travail. Et ces mentors du show ne sont pas ses mentors dans la fiction. Donc on a un double rapport qui est très intéressant. Comme je vous disais, pour cette scène de création de sentiments, on a la fiction du show, avec toutes les arcs scénaristiques et les dynamiques de personnages qu'on peut créer. La fiction plus globale, qui englobe le show, où là, il y a des choses qui sont rediscutées, réinterprétées, redéplacées. Parce qu'on pourrait dire clairement que là, son ami qui travaille dans une petite boutique, je sais plus comment il s'appelle, ce serait un adjuvant. Mais en fait, non, c'est un opposant. Voilà, donc c'est une dynamique de à quel niveau on se place, et c'est ça qui est très stimulant à regarder dans le film. Je parlais d'adjuvant et d'opposant, mais Truman, il est aussi bloqué par son environnement, par la fiction du show. Il est bloqué financièrement pour rester sur l'île, et quand il y a une remise en cause, justement, on l'emprisonne davantage par la mise en scène également. Les éléments du décor sont faits pour qu'il ne puisse pas fantasmer sur ailleurs, même s'il a cette fixation sur les îles Fidji. À un moment, il est dans une agence de voyage, il me semble, et il y a un panneau « Who needs Europe ?» Qui a besoin de l'Europe quand on a tout ce qu'il nous faut à la maison? Donc, puisqu'il doit rentrer dans le moule, on le force à rentrer dans le moule.
Et on joue avec l'attente du spectateur qui, lui, sait plus de choses. Donc il y a une relecture contemporaine de la mythologie grecque, celle où l'homme est sans cesse confronté à la fatalité et demeure le jouet des dieux qui lui choisissent une destinée, heureuse ou non. Donc on s'amuse avec tout ça. The Truman Show, le film Truman Show, c'est plutôt l'homme qui n'en savait pas assez. Et pendant tout le film, il va essayer d'en apprendre davantage. Je ne sais pas s'il a compris l'univers autour de lui, l'univers factice autour de lui quand il est sur son bateau, à ce niveau-là du récit, mais il est clair qu'il s'en rend compte au moment où son bateau transperce l'horizon. Alors là, tout d'un coup, il y a vraiment quelque chose qui se révèle à lui. Mais avant, ce n'est pas si clair que ça, même si la suspicion se développe assez rapidement. Dès la première scène du film, je vous parlais de cette lampe qui tombe comme ça au sol, ça arrive un peu comme ça, comme s'il n'y avait jamais eu d'accident avant. Ça c'est un petit peu fort de café, mais on va dire que c'est la convention du film. Mais c'est justement, je pense qu'il place ça dès le début, pour montrer déjà l'étrangeté qui étreint l'univers de Truman Show et la reprise par les acteurs de ce monde pour faire croire que c'est tout à fait normal. Et on nous montre d'ailleurs des petits exemples de gens qui s'invitent dans le show pour essayer de passer à la télévision, et Truman est bien sûr protégé de ces visions-là et de ces court-circuitages. Concernant le personnage, comme il est dit dans le film, ce n'est pas du Shakespeare mais c'est authentique. On crée une opposition entre Jim Carrey et les autres. Dans l'acting, vous savez, c'est des acteurs qui jouent, des acteurs qui jouent. C'est un petit peu comme la phrase dans Le Tonnerre sur les tropiques. Je suis le mec qui interprète le rôle d'un mec déguisé en un autre mec. Toi, t'es le mec qui sait pas quel mec il est. Ou alors peut-être que toi, t'es le mec qui sait pas qui il est, qui fait semblant de savoir qui il est. Il est intéressant de voir la différence d'acting, mais aussi dans le visuel de chacun de ces mondes, entre le surjeu évident des acteurs du monde de Truman, mais aussi les scènes sincères qu'on a. Par exemple, la scène du pont avec Marlon, voilà, c'était le nom de l'ami que je cherchais, Marlon et Christophe, qui lui indiquent quoi dire et qui arrivent à émouvoir l'audience. Donc on a trois mondes traversés par l'émotion, celui du show, celui de la régie et celui du spectateur. Et le monde de Christophe, qui est le monde technologique des médias, fait la transition entre les deux autres mondes. Le réalisateur, quant à lui, encourageait les acteurs à imaginer des backstories pour visualiser leur rôle. L'actrice qui joue Meryl imaginait que sur ce contrat de son personnage, il y aurait des primes supplémentaires pour certaines actions qu'elle ferait avec Truman. Peut-être des actions sexuelles. Des questions aussi sur l'acting. Jusqu'où peut-elle aller? Jusqu'à être enceinte pour le rôle? C'est vachement ambitieux ça. Donc il y a cette dynamique entre les trois mondes que le réalisateur Peter Weir a voulu instaurer et garder jusqu'aux crédits qui sont séparés en trois, il me semble, entre le monde de Truman, le monde de Christophe et le monde des spectateurs. Ed Harris, lui, c'est le chef de projet, c'est le réalisateur en régie. Pour lui, le show est plus important que tout le reste. Je n'ai jamais ressenti Ed Harris comme un véritable méchant. C'est juste un mec qui est là depuis 30 ans et qui veut mener son show jusqu'à la fin. Christophe est aussi prisonnier que Truman. On le voit avec un espèce de peignoir tout fatigué en train de toucher l'image de Truman via la télévision. Donc il est aussi perdu que lui, mais c'est bien sûr celui qui le porte par les créations de scénarios. Après, ne nous fourvoyons pas non plus. Christophe aime Truman, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est un amour bienveillant. Hein. C'est quand même lui qui veut que Truman fasse des bons et des mauvais choix. Il prévoit le divorce de sa femme et l'arrivée d'une très jolie partenaire de travail. On a bien sûr la tempête qui est déclenchée par Christophe, donc ce n'est pas tout beau. Mais comme il dit à la fin du film, il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Même mensonge, même supercherie, mais dans mon monde, tu n'as absolument rien à craindre.
C'est une dynamique d'histoire qui est vraiment très délicate à concevoir, à faire en sorte qu'elle fonctionne aussi émotionnellement, puisqu'on est aussi dans un film qui veut nous évoquer la construction de l'émotion et la construction d'une fiction, d'une image publicitaire aussi. Donc ça a été de base un projet délicat pour les producteurs. Le film lui-même a coûté quand même assez cher, il a coûté 60 millions de dollars. Alors au départ, un choix tout à fait judicieux avait été pressenti, celui de De Palma, parce que c'est vrai que Peter Weir n'est pas vraiment connu pour avoir un travail sur la question de l'image particulièrement. Brian De Palma, c'est une excellente idée pour faire le film, lui qui a son cinéma tourné vers le désir de voir, mais finalement ça n'a pas été retenu. Il y a eu pas mal de noms qui ont circulé, Burton, Spielberg, Gilliam aussi. Et en même temps, Peter Weir, c'est quelqu'un qui prône la liberté. Et c'est finalement ce sentiment de liberté, de sortir du contrôle qui a prévalu sur le reste. Et bien sûr, la construction de l'émotion forte, de la très grande émotion humaine. Là, clairement, Peter Weir avait une longueur d'avance sur des gens comme Gilliam, Burton ou De Palma. Quand vous connaissez un peu ces films qu'il a fait avant, on est sur un niveau qui est beaucoup plus important, qui est proche de Spielberg, dans une autre façon de la mettre en scène, mais quelque chose qui a beaucoup plus séduit les producteurs. J'ai vu qu'il était sorti 2 semaines après Godzilla de Roland Emmerich. Alors c'est très amusant parce que le film commence avec Christophe qui dit « On s'est lassé de fausses émotions et des effets spéciaux ». Mais en fait, pas vraiment, non, parce que avec Godzilla qui arrive, et bien sûr tout ce que nous connaissons après, qui est sorti, qui a eu énormément de succès jusqu'à récemment, les fausses émotions et les effets spéciaux, c'est un peu ce que nous avons ces derniers temps avec certains films. On ne s'en est pas lassé, on a continué à les gober. Donc bon, c'est amusant d'avoir ce discours, un discours qu'on aimerait avoir, qu'on voudrait voir fonctionner, mais qui n'est pas le cas. Ce n'est pas ça qui régit en fait le cinéma massif, le cinéma médiatisé, le cinéma qui a go du succès mondial. Le générique d'introduction est déjà assez immersif. Le générique de présentation du show nous donne déjà des clés de l'intrigue. Le spectateur est averti et va se rendre compte très vite du type de récit. Et on va bien sûr jouer sur le fossé dramatique, comme je vous le disais, entre ce qu'il sait et ce que Truman sait. Il y a beaucoup d'éloges, vraiment un travail de qualité dans le jeu de la caméra, les loupés de recadrage volontaires. Un film par un moment est joué un petit peu comme une sitcom, mais n'est pas filmé comme tel. On utilise des angles bien trop étranges pour être classiques, des angles inhabituels, un autre regard, une multiplicité de points de vue, pour perdre un peu l'objectivité de la caméra au profit de son omniscience. La caméra échappe par moments, d'ailleurs, à ce propos. C'est-à-dire qu'on a des moments où il y a des caméras de show et des caméras hors show. Donc on nous fait la distinction, il y a la caméra pour la fiction et après la caméra qui est là dans le show. Et on a cette ambivalence qui dessert un peu le côté d'être tout d'un coup dans une esthétique à part, et quand on est après dans une esthétique plus normée, qui n'est pas celle du show, eh bien on a l'impression d'être un peu dans la même catégorie, dans la même chose, parce qu'on a aussi l'utilisation de zoom, on a aussi les cadrages qui ressemblent par moments, donc on a cette ambivalence comme si on était continuellement dans un show, et c'est justement l'idée de Syndrome Truman où la fiction ne met pas assez en avant la différence esthétique entre les différentes strates, entre le spectateur, la régie et le Truman Show. Ce serait peut-être une critique que j'aurais à formuler, mais il y a un véritable appareillage qui nous est montré dans le film, avec l'utilisation notamment de zoom qui ont tendance quand même à se perdre dans la fiction, et là on a une utilisation utile par rapport à la fiction pour nous sursignifier à la fiction, donc une dynamique de l'action et du regard du spectateur, par le biais des caméras de la régie. Il y a plein d'éléments pour nous faire croire que ce sont de véritables images qui existent. Même si, bien sûr, il y a des choses qui sont un peu trop grosses pour être vraies, le fait qu'il y ait un satellite sur lequel on a incrusté le mot Truman, bon, c'est assez mal fait, mais bon, ça passe. Ou des images de concerts sur écran géant sur lesquels est diffusé le show, bon, ça, on a du mal à le croire, mais voilà, il y a cet ancrage dans le réel. Nous avons aussi le ratio 1,85 du film, qui est un ratio de télévision. Tout cela nous amène à aussi la question de vouloir voir et de pouvoir
voir, parce que vouloir, ce n'est pas pouvoir. Et il y a la volonté de voir jusqu'au moindre détail, c'est-à-dire vraiment, littéralement, filmer la personne en train de dormir, ce qui se fait maintenant, ce qui pour le coup c'était prophétique, mais aussi peut-on voir? Est-ce que nous avons la caméra pour voir? Et c'est très amusant d'avoir cette dynamique-là parce que au milieu du montage du film, la princesse Diana est morte dans cet accident de voiture qui a été extrêmement médiatisé. Ça a été médiatisé presque comme le 11 septembre cette affaire. Je me rappelle vaguement à l'époque, c'était un truc de fou. Et la comparaison est facile parce qu'il y avait des caméras partout. Partout qui la suivait. On la suivait partout. Mais dans le tunnel, il n'y avait pas de caméra. Un des rares endroits où on ne pouvait pas voir, comme dans le film, où ils cherchaient les meilleurs angles pour filmer la scène, pour regarder la scène. Et les gens étaient très émus devant cette scène. Comme par hasard. L'absence crée l'émotion. Et l'image médiatique choquante et marquante, ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas de Diana ou du 11 septembre. Il y a aussi JFK qui a marqué l'histoire du cinéma américain à tout jamais. Littéralement. Ce que je veux dire par là, c'est que tout comme dans notre véritable vie, on a des événements dont on cherche les meilleurs plans, la meilleure vision, ou la multivision, voir par exemple le 11 septembre, les tours se faire attaquer par des avions sous tous les angles possibles et inimaginables, eh bien là aussi, on cherche une dynamique de regard et l'envie de vouloir voir, tout comme on a voulu voir ce qui se passait dans ce tunnel avec la princesse Diana. Donc on a aussi cette dynamique de pulsion scopique qui est constante et qui est constante à tous les grands films de regard. Quand vous voyez Le Voyeur de Michael Powell, Fenêtre sur cour de Hitchcock, nous sommes sur une dynamique de pulsion scopique. Mais c'est aussi un film sur la création d'émotions. Je reviens à cette scène où il rencontre son père et c'est la mise en scène qui crée l'émotion. Il n'y a pas de magie, la magie n'existe pas. C'est pour faire de la poésie qu'on parle de magie au cinéma, mais c'est juste de la mise en scène, c'est-à-dire la convergence de facteurs de mise en scène, musique, acteurs, cadrage, mouvement, couleurs, etc., qui créent de l'émotion en rapport avec le spectateur, qui aura peut-être vécu la même scène, qui fera des liens avec son expérience, avec sa propre histoire. Donc le film, c'est tout ça. C'est une dynamique d'image qui est vraiment assez inédite, qui a été commentée avant avec d'autres films, mais qui est là une sorte de réceptacle qui reçoit toutes ces images et tous ces concepts pour travailler sous une nouvelle forme, qui permettra après d'avoir une déclinaison de ce qu'on y voit dans les décennies suivantes. Il est clair qu'on a une dynamique que montre ce film qui s'est révélé être exact dans les temps qui suivèrent. Je vais rapidement parler de la musique. Une musique qui a souvent été pas mal interprétée, mais il y a eu souvent des propos de la musique comme quoi ce serait Philip Glass qui l'a conçue. Et ça, c'est faux. C'est d'abord Burkhard Dalwitz. Et après, nous avons des musiques additionnelles de Philip Glass. Philip Glass fait d'ailleurs un petit caméo. Il fait, je crois, un moment une petite musique et on le voit justement dans le Truman Show. Et on reprend bien sûr dans The Truman Show une musique emblématique du deuxième épisode de Godfrey Reggio de la trilogie des Qatsi, Powakatsi, qui était sorti en 1988, je crois. Et c'est un moment sur la consommation, le mensonge, l'usurpation, l'aliénation, le manque d'awareness, c'est-à-dire la perte de rapport à la nature, la perte de rapport au vrai. Et ça, c'est vraiment totalement le propos du film. Et la musique de Philip Glass, c'est un peu la remise en cause du monde. C'est la conscience d'un certain pouvoir, un pouvoir d'observation. Et lui qui est perdu à l'endroit où il vient tous les jours, eh bien, il doit réacquérir ce pouvoir. Et à ce moment où il sort du bâtiment et qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde-là, il a l'awareness, et au moment où il arrive devant le bus qui s'arrête devant lui, et tout d'un coup il arrête le trafic, il a ce pouvoir. Donc c'est vraiment un moment de reprise de pouvoir qui est assez important, et là la musique a vraiment un énorme impact. Parce que le film Powakatsi, c'est la perte de ce pouvoir et l'envie de récupérer ce pouvoir. Il y a aussi différents morceaux rajoutés, comme un que j'aime beaucoup, c'est Father Kolb's Preaching, qu'on entend à la fin du film, qui est un morceau de Wojciech Kilar, qui est un compositeur qui a fait des compositions pour Polanski, il me semble. Il avait fait la musique de La 9e porte.
C'est un morceau qui est incroyable parce que la musique évoque vraiment une sorte de désespoir. Le film, la scène tourne un peu en rond et on oscille entre l'espoir et la fatalité, plus précisément, qui s'abat sur le personnage. Le poids s'abat sur Truman avec la musique. C'est vraiment une musique très très belle. Elle termine le film. Voilà, il y a quelque chose vraiment de la grande émotion dans cette scène de fin, avec cette musique donc de Kilar. Il y a des textes très très complets, très spécialisés sur le film, mais sur des concepts qui gravitent autour du film, pas sur le film en lui-même. Donc j'ai l'impression de passer à côté, mais en même temps c'est pas directement parler du film. Alors j'ai l'impression d'avoir oublié plein de trucs, mais je crois que c'est aussi mon envie de vouloir trop bien faire qui me fait durer le temps de chercher les infos, de lire aussi, de comprendre ce que je suis en train de lire. Et je devrais me calmer justement, parce que sinon je ne vais pas faire de vieux os. Il y a eu énormément d'écrits sur le film. J'ai beaucoup aimé ce film dans ses strates, plus dans ses strates dramatiques que comiques au final. Et sur le plan de la narration dramatique, je trouve que c'est un film qui est superbe. Après, il a vieilli dans sa mise en scène, dans son utilisation de la grammaire, qui n'est des fois pas très claire, ce qui me fait mettre au film, je dirais, un 16,5, un 17 sur 20, parce que c'est un film qui est totalement en phase avec son époque, de 1998 bien sûr, qui a un discours, un propos qui est totalement dans la veine énergique d'aujourd'hui. Alors là, on n'a rien changé, ça s'est même aggravé par rapport à ce que présente le film même. Voilà, j'ai terminé pour cette critique. Alors la dernière partie de mon commentaire a été un peu plus rapide parce qu'il se trouve que j'ai perdu le dernier enregistrement, donc j'ai dû réenregistrer, j'en suis désolé. Mais en même temps, ça m'a permis de dire d'autres choses à côté, donc au final, on ne perd pas grand-chose. Je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur Facebook. Il y a le commentaire audio du film que j'ai fait avec un ami scénariste. Il y a pas mal d'éléments que j'ai repris dans cette vidéo, mais on a pris le temps de discuter autour du film, c'était très agréable, et donc vous avez ça sur Facebook. Je vous remercie de votre présence, de vos commentaires, de me suivre depuis toutes ces années. J'espère que ce choix de film vous aura plu, même si c'est un choix de film un peu balisé. Nous sommes totalement d'accord sur le propos. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon été, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!